Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce 3e numéro de la saison 3 de French Big Ballers, votre podcast traitant de l'actualité des Los Angeles Lakers. La saison est sur le point de débuter en trombe avec une remise de bague de champion devant les membres des Clippers et il est donc temps de se projeter sur cet exercice. Avec moi, il est spécialiste VPN et est contactable à une adresse mail que je vous fournirai moyennant compensation financière, Nas. Elle est incroyable. Salut Clément, salut à tous. Toujours ravi de vous retrouver pour un peu débriefer cette actualité. Yes, on va parler NBA League Pass à 50 €, NBA League Pass indien à 14 €. En voulez-vous, en voilà. Allons-y. Qui veut qu'on IPTV? Depuis le dernier podcast, il a enfin éteint sa plaque de cuisson. Adrien, comment vont les pâtes? Ça va, les pâtes sont bonnes. Et puisqu'on est sur l'alimentation, tu seras heureux d'apprendre que je ne suis officiellement pas carencé. Oh, bravo. Ça m'a étonné mon méta généraliste, tu vois. Ah, le véganisme. Messieurs, on s'était quitté sur un bilan de la Free Agency lors du dernier numéro. Il est donc temps de rebondir en se prononçant sur la suite. Donc pour ce faire, on va d'abord se concentrer sur le 5 idéal des Lakers et je vous proposerai ensuite de nous tourner vers les autres franchises de la conférence Ouest et Est pour voir s'ils sont plus se renforcer sur cette saison et s'ils vont nous botter le cul. Est-ce que ça vous va? Allez. Ça va. Allez, on reprend la question de Samuel Hobsbawm qui nous avait dit en partant du principe que rien ne bouge, quel est votre 5 majeur? La question, c'est quel est notre 5 majeur qu'on voudrait voir nous ou qui va réellement jouer? C'est votre 5 majeur, donc j'en déduis que c'est le nôtre. Je pense que Ouais. Vogel aura d'autres contraintes que les nôtres. Ok. Bah Clem, si t'as Qui le veut tien, commencer? moi je peux commencer. Allez, vas-y. Ok, moi je vais en avoir un petit peu exotique, mais pas trop. Je verrais bien un KCP Matthews en 1 et 2, un LeBron en 3. Attends, oui c'est ça, un LeBron en 3, un AD en 4 et un Gasol en 5. Exotique juste sur le choix de la ligne arrière finalement, puisqu'on a quand même on a quelques autres petits choix. À vrai dire, la question va se poser vraiment que sur ce backcourt parce que Ouais. le frontcourt semble établi entre Anthony Davis en 4 avec Marc Gasol dans la peinture et LeBron James poste 3. Oui. Que ce soit voilà. Frank Vogel ou Adrien, je pense que le résultat sera le même. C'est bien ça? Oui, non, 100% d'accord avec Nas. Par contre, là, il y a quand même un petit quick, c'est Schroeder. Oui, Parce oui, que oui. Schroeder, lui, il est venu avec d'autres intentions que celle de démarrer sur le banc. Mais dans l'absolu, je serais plutôt d'accord avec Nas. Oui. Je pense que KCP a gagné ses galons de titulaire. Et avec LeBron plus Gasol dans le 5 de départ, il n'y a pas forcément besoin de mettre Schroeder d'entrée. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça avait un peu compliqué la chose. Ça a été prononcé en plein milieu de la Free Agency ou juste après. Que Dennis Schroeder aurait négocié sa place dans le starting five. Donc Frank Vogel a dit que rien n'était fixé dans son esprit, mais grosso modo que la porte était quand même grande ouverte à une place de titulaire pour le meneur allemand. Messieurs, pour Dennis Schroeder, si vous étiez à la place de Frank Vogel, vous ne mettriez pas Schroeder du coup, c'est bien ça? Vogel a dit que lui, si on était à la place de Vogel, donc j'écouterais la manière de raisonner qu'a Vogel. Vogel, il a dit, en pur pragmatique qu'il est, il a dit, je vais favoriser les line-up qui marchent le mieux. Donc si pour lui, Schroeder dans titulaire, ça marche mieux, il mettra titulaire. S'il trouve que en sortie de banc, ça marche mieux parce que les joueurs avec lesquels il va synergiser en sortie de banc, c'est mieux, et ben à ce moment-là, il sortira du banc. Tout Schroeder qu'il est. Oui, complètement. Et puis, à mon avis, ce sera peut-être un 5 de départ qui sera, on va dire, qui sera tel qu'il sera pour le début de la saison, mais qui sera amené à évoluer. On a quand même quelque chose qui nous a quand même beaucoup plu avec Vogel dans l'ensemble. Ça a quand même été la qualité de ses rotations la saison dernière. Et on voyait qu'on arrivait à dégager de temps en temps des rotations un peu de derrière les fagots qui avaient des net ratings incroyablement bons. Et je pense que, à mon avis, Vogel fait vraiment attention à ça. Il fait jouer les joueurs qui sont bons à un moment donné et ensuite si ça match il continue avec. Moi je suis pas contre voir Schroeder dans le 5 de départ, franchement dans l'absolu pourquoi pas. Peut-être que ça libérera un peu la gonfle des mains de LeBron et qu'on verra un LeBron aussi un peu différent sur le parquet, à voir, why not. Mais moi vraiment je vois bien un Schroeder qui arrive en seconde unité pour épauler Anthony Davis. Si on continue évidemment sur la rotation LeBron qui sort plus tôt que AD, voilà, un Schroeder qui viendra aider AD assez rapidement, notamment sur l'aspect scoring, en plus de l'aspect playmaking évidemment. Donc voilà pourquoi moi je verrais plutôt KCP Matthews. Mais après, en soi KCP Matthews, Schroeder, KCP, c'est plutôt Schroeder Matthews, c'est plus un problème de riche que réellement un problème à mon humble avis. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Après, ce à quoi nous a habitué Vogel aussi, c'est qu'il a un 5 de départ qui ne bouge pas, ouais. mais par contre, il peut le
peut en changer très rapidement en cours de match. Tu vois, au bout de 3-4 minutes, tu vois que ça, hop, il va faire sortir un McGee, il va mettre quelqu'un à la place, donc c'est pas possible. C'est pas impossible, tu vois, qu'il commence avec Schroeder, mais s'il se rend compte que, tiens, il y a un truc qui va pas, et de rapidement faire des ajustements en cours de rencontre, tu vois, en lui donnant donc la satisfaction symbolique de démarrer le match, peut-être aussi en lui faisant finir les matchs, j'en sais rien, mais c'est, comme tu le disais, Nas, à juste titre, la force de Vogel, c'est ses rotations, dans le sens qu'elles arrivent à impliquer à chaque fois de manière optimum ses joueurs. C'est ça. Il abandonne personne. Pardon, vas-y, je te laisse finir, Adrien. Non, juste, je dis, tu vois, il abandonne personne, il arrive à impliquer tout le monde, et c'est ça. Donc, je pense pas que Schroeder sera frustré de la manière dont il sera utilisé de toute façon cette saison. Oui. Voilà, moi j'allais dire que ça paraît un peu désuet de s'intéresser à un rôle de titulaire quand tu sais que tu auras quand même ton temps de jeu de 28 minutes par match, que tu auras l'occasion de finir des matchs si jamais t'es bon sur le terrain, et que voilà, ton profil correspond à ce que tu sais faire. C'est juste mais d'ailleurs le média qui avait sorti la news sur Schroeder, encore aujourd'hui, je l'ai plus en tête, il était pas nécessairement gage c'est pas non plus parole d'évangile, hein. Peut-être que ils ont grossi beaucoup plus le trait qu'il l'est réellement. Moi, si je suis Schroeder, ou alors c'est vraiment un abruti, t'arrives dans une équipe qui doit défendre son titre, t'as plus envie de finir les matchs que de les commencer dans l'absolut. Je sais pas, enfin moi ça me paraît. Ah, il l'a dit en interview. Ouais, c'était une interview, ouais. Ah d'accord. Ouais, il a dit. Je croyais que c'était une source. Moi je croyais que c'était une source qui avait dit. Vous êtes sûr? Ouais. Ok. Bon, du coup j'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, il a dit je pensais que c'était une source qui avait révélé ça en fait. Ok. Petite question, du coup, si ce n'est Schroeder mis à part, qui, comme vous le dites, occupera peut-être ce rôle de meneur titulaire. Vous êtes tous les deux à privilégier Wesley Matthews. Quid de Alex Caruso? Caruso, il aura quand même ses minutes, hein, comme ce qu'on a vu pendant les playoffs. Il aura celle de Rondo en fait en saison régulière, grosso merdo. Ouais, c'est ça, et c'est lui qui va arriver en soutien ou au poste 1 ou au poste 2, selon la forme du moment, selon s'il faut rajouter un peu de défense, tu vois. Donc je fais pas de soucis pour les minutes de Caruso. C'était la question, que je posais la question, puisque moi, dans un 5 idéal, j'aurais peut-être vu Alex Caruso pour défendre sur des meneurs de plus petite taille, contrairement à Matthews, mais toujours avec cette idée de décharger KCP d'une tâche de premier défenseur, de porteur de balle ou de swingman. Voilà. Donc c'était pour ça, après, c'est là aussi, il faut voir si est-ce que Schroeder sera intéressant ou pas, parce que si on a des très forts meneurs, il y en aura des dragsters, notamment à l'ouest, au poste 1, ça va arriver, si Schroeder arrive à mieux les contenir que KCP, ce sera peut-être aussi un facteur qui le mettra sur qui lui donnera le poste titulaire. Oui, c'est à voir. On le rappelle, Dennis Schroeder, sur la saison qui s'est écoulée à OKC, avait le profil défensif d'Alex Caruso, à savoir de défendre sur le porteur de balle adverse. C'est ça, point of attack. Et qui était, là aussi, dans les meilleurs sur ces profils-là. Dennis Schroeder et Alex Caruso, notamment, sortaient en tête des statistiques. Donc c'est pas impossible d'avoir Schroeder dans ce rôle-là et Caldwell Pope qui viendra en soutien de Wes Matthews. Donc on part sur un 5 classique: Schroeder, Kentavious Caldwell Pope, LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol. Derrière, ça devrait tourner avec Alex Caruso, Wesley Matthews, Kyle Kuzma poste pour poste avec LeBron, beaucoup plus de minutes en 3 qu'en 4 cette saison, j'imagine, pour lui. Ouais. Dans des rotations, on voudra faire jouer la taille, puisque l'intérêt d'avoir Kyle Kuzma en poste 4, c'est le fait qu'il est quand même assez grand pour le poste. Il est à 6'9", non? Ou 6'8", je crois. Donc ça, c'est, tu vois, pour contrebalancer avec un Wesley Matthews qui pourrait gratter des minutes au poste 3, ou on en parlait dans le précédent podcast de Taylor Tucker. Ouais, Kuzma est une option intéressante pour ça, par rapport à la différence de profil qu'il apporte. Et en 4, on aura aussi Markieff Morris pour dépanner Anthony Davis. Et Montrezl Harrell en 5, c'est ça. Ou le contraire, Harrell qui pourrait être en 4, enfin tu vois, en tout cas d'avoir un duo Harrell-Maurice, les deux c'est avertissant, mais ouais. On revient un peu sur ce qu'on a dit au dernier podcast, mais il y a beaucoup plus de polyvalence dans cet effectif-là, et beaucoup plus d'adaptation possible pour Frank Vogel. C'est ça. Les gens pensent, on disait, les gens pensent densité. Non, d'abord regardons le talent pur et le skill set, et l'étendue du skill set qui est à disposition de Vogel. Et j'ai l'impression quand même qu'il a beaucoup d'armes à disposition. Un luxe que n'ont pas forcément tous les rosters. Non, et puis cette équipe, moi ce qui me plaît avec cette équipe, notamment la saison régulière, c'est qu'elle a un roster largement pour gagner avec une seule des deux stars. Si on venait à en perdre un des deux pour une petite blessure ou un petit pépin physique sur quelques semaines, moi je serais pas inquiet de voir cette équipe jouer des matchs temporairement sans LeBron ou bien sans Anthony Davis, honnêtement. Enfin, c'est quand même une équipe qui a des joueurs ultra talentueux. Tu parlais justement du talent brut. Le ceiling d'un point de vue purement de talent de cette équipe, il est quand même
il est quand même super élevé, et beaucoup plus je trouve que la saison dernière. Ouais, c'est ça. Moi, c'est mon constat, c'est que le plancher de l'équipe est vraiment rehaussé cette année. Donc ouais, comme tu dis, si on doit perdre un joueur sur 4-5 matchs, c'est pas inquiétant. Pareil, ouais, c'est ça. Tu vois, dans les grosses confrontations, on sera pas forcément gagnant, mais face à des équipes réputées en dessous, on tiendra notre rang. Complètement. Tu sais, la saison dernière, ce qui a fait une bonne équipe je parle avant les playoffs évidemment, c'est qu'on arrivait à chaque fois à faire respecter la hiérarchie. C'est-à-dire que, ok, ça pouvait nous arriver de nous voter contre des équipes un peu complexes, mais les plus petites équipes, c'est sur ça qu'on a basé notre bilan, et c'est ce qui a fait qu'on a eu le top seed. Cette saison, avec le roster qu'on a, voilà, quand je parlais tout à l'heure de pépins physiques, on a une équipe qui peut toujours viser un top seed, même s'il faut te séparer de l'un ou de l'autre pendant quelques matchs, quoi. T'as une équipe qui peut toujours faire respecter la hiérarchie et qui peut facilement froisser un tas d'équipes de cette ligue, même si, on va en parler un peu plus tard, il y en a aussi qui se sont renforcés dans le... Eh bien, j'allais évoquer le sujet, messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur cette line-up. J'allais failli rebondir quand t'as dit des équipes de moins bonne qualité pour dire, en gros, les 29 de la ligue, mais bon. Messieurs, on se concentre d'abord sur l'Ouest, l'Ouest, puisqu'on va reprendre les différents prétendants au titre. Il y avait les Clippers, Denver, Houston, du moins ce qu'il en reste pour le moment, Utah, Blazers, Golden State, du coup, un peu moins depuis la blessure de Klay Thompson. Ouais, depuis la blessure de Klay, ça semble compromis quand même. C'est ça. Et puis les Mavs de Doncic et Porzingis qui lui aussi est encore blessé. Mais bon. Okay. Messieurs, est-ce qu'on commence par nos concurrents les plus proches en termes de localité, du moins, les Clippers. Les Clippers qui perdent donc Montrezl Harrell, parti à Los Angeles de l'autre côté, et JaMychal Green notamment qui est parti s'exiler du côté de Denver, mais qui signe Serge Ibaka pour remplacer ces deux départs. Messieurs, comment jugez-vous cette intersaison? Moi, je trouve que les Clippers restent les rivaux numéro 1 à l'Ouest, et je les trouve renforcés aussi, paradoxalement. Ça dépend dans quel secteur. En termes de playmaking, par exemple, pas du tout. Ils perdent qui en playmaking l'année dernière? Ils perdent pas, mais c'était l'une de leurs faiblesses, et ils ont rien pris de... Luke Kennard. Ouais, mais c'est pas... je te parle de playmaking de ball handler, quoi, tu vois, de ball handler qui peut créer avec Kawhi et Paul George autour de lui, tu vois. Ça a été quand même un de leurs défauts la saison dernière, et pour moi, ils ont pas du tout pallié à ça pour cette saison qui arrive. Franchement, tu regardes les stats des Clippers et comment ils performent, tu vois, selon les play types et même en défense, en attaque, c'est très 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 solide, hein. Tu les retrouves souvent dans les catégories, dans les premières marches des différents secteurs, donc faut pas les sous-estimer. C'est pas parce qu'ils ont fait un gros choc en demi-finale de conf que je les écarterai. Et moi, je trouve qu'avoir remplacé les poste pour poste Harrell par Ibaka, et que au niveau du playmaking, certes, ils ont pas pris, et pour moi, ils ont pas fait la connerie de balancer 7 millions sur Rondo, bravo à eux, mais à un moment donné, il faut lâcher un chat, mais d'avoir essayé un peu comme nous avec Gasol, et donc de réagréger du playmaking avec Kennard Batum, c'est pas une mauvaise intersaison. Pour moi, ils sont meilleurs que l'an passé. Et là aussi, on avait parlé, mais ça c'est un peu plus longtemps, ils ont aussi un meilleur coach. C'est vrai. Nous, on a toujours dit que Tyronn Lue était un bon coach, notamment offensif. C'est vrai que nous, la twittosphère a déchiré Tyronn. Française. Française, pas américaine, précisons-le. La twittosphère française a déchiré Tyronn Lue à cause de différents running gags sur le fait que Tyronn Lue... Ouais, à cause d'un même, c'est ça. Sans savoir vraiment qui est ce coach et ce qu'il peut apporter à cette équipe. Et pour moi, il est beaucoup moins has-been que Doug Rivers, et il peut potentiellement vraiment faire step up cette équipe. Je pense que c'est un des coachs vainqueurs de championnat qui est le plus irrespecté de l'histoire de ce sport en France. Ouais. Pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il est legit, hein. Oui, aux États-Unis, il l'aime bien sûr. Voilà. Et donc moi, je pense qu'au niveau et notamment offensif et de l'optimisation du roster offensif et dans l'implémentation de nouveaux systèmes, Tyronn Lue c'est meilleur que Doc Rivers. Oui, puis au-delà même de l'implémentation de nouveaux systèmes, aussi dans la gestion des stars aussi. Ça c'est quelque chose qui va un peu à la façon d'un Vogel. C'est l'une des qualités de Tyronn Lue que n'a pas du tout Doc Rivers. Je veux dire, les Clippers, ils ont eu effectivement des problèmes entre guillemets d'un point de vue basket. On parlait de men, on parlait d'autres petits soucis qu'ils pouvaient avoir, mais l'un des gros problèmes qu'ils ont eu, c'est la mentalité de la gagne, c'est le sérieux, c'est l'implication, etc. Et un mec comme Tyronn Lue va
petit peu bonifié, je trouve, pour eux, cet aspect-là, quoi. Ouais, les ajustements aussi, parce que si Doc Rivers s'entête pas, avec ses rotations et ne tente pas, à mener 2-3 choses, ce qu'on te demande dans l'exercice des playoffs. Et on va pas se cacher aussi, c'est un choc qui est complètement improbable, parce que les games 5, 6 et 7, enfin, le 7 peut-être un peu moins, mais si, même dans le 7, ils ont de l'avance, mais à chaque fois, ils ont des avances incroyables, et ils gaspillent tout. Donc, tu te dis que ça joue vraiment à rien qu'ils arrivent en finale de conf. À mon sens, avec ces additions-là dont on a parlé, plus un coach avec le profil de Tyronn Lue, pour moi, ça suffit pour passer la barrière de Nuggets. Mais large. Oui, je pense. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Gros concurrent à l'Ouest, sans aucun doute, toujours les Clippers. On va en parler de cette barrière des Nuggets, messieurs, puisque l'ancien finaliste de conférence qu'on a affronté s'est aussi renforcé de son côté. Bon. Ben oui, bien sûr, ils ont perdu Jeremy Grant, qui a signé 64 millions à Détroit, rappelons-le. Non, mais côté signature, on a Michael Green qui arrive, on a R.J. Hampton qui est drafté et Facundo Campazzo qui est recruté pour servir de backup à Jamal Murray. Qu'attendez-vous de cette équipe? Les Nuggets font ce qu'on n'a pas fait nous, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté beaucoup de densité. C'est bien, mais tu joues pas à 12 ou 13, notamment en playoff. Donc moi, ce que je regarde, c'est que le cœur de leur équipe, c'est le même, moins Jeremy Grant. Pour moi, c'est pas meilleur. Enfin si, ils vont compter sur la progression naturelle de MPJ, mais à part ça, qu'est-ce qui change fondamentalement par rapport à l'équipe de l'an passé? Gary Harris retour. Voilà, je t'ai vu venir. Mais oui, à la limite, c'est ça. Tu vois, leur deux marges leur niveau, leur plafond, c'est le retour de Gary Harris à son niveau de forme réel et Michael Porter Jr. qui continue de progresser. Très bien. Et moi, les 3 signatures dont tu parles, c'est pas ça qui les fait passer dans une autre dimension. Faut pas déconner, hein. Et qui c'est qui va défendre sur les LeBron l'année prochaine? Même ou sur Leonard, parce qu'il faut parler aussi des Clippers. C'est qui? De toute façon, pour LeBron, l'année dernière, il n'y avait pas de solution que ce soit pour cette année avec leurs améliorations. L'année dernière, il y avait personne pour défendre. Non, c'était déjà cuit. Ouais. Messieurs, on passe à la suite. Oui, pour répondre à la question, Gary Harris défend sur tout le monde sur les 5 joueurs en même temps. Non, oui, et puis, alors du coup, avec la perte de Jeremy Grant, t'as aussi un défenseur de moins pour Anthony Davis aussi. Bref. Il y a Torrey Craig aussi qui a été évincé, qui est parti signer à Milwaukee. Oui, c'est vrai que ça, il avait quand même bizarre. Messieurs, on passe à notre concurrent qui est un peu dans la tempête pour le moment, puisque cet été, il y a une franchise qui a animé un peu les rumeurs de transfert pendant qu'on célébrait notre titre. C'est Houston, puisque Westbrook voulait partir, Harden voulait partir, Westbrook a eu gain de cause et est parti rejoindre Washington en échange de John Wall et d'un pick. Mais Harden est toujours là. Pour l'instant. À l'heure où on enregistre ce pod. C'est ça. Comment on peut évaluer cette franchise qui a pu signer Christian Wood à la Free Agency et DeMarcus Cousins, tout en laissant partir Covington à Portland pour économiser un peu d'argent? Quel est votre avis sur le sujet? Est-ce qu'on peut... c'est compliqué. L'état de la franchise, elle est très très compliqué. Hein. C'est un peu le... Non, c'est l'incendie à tous les étages là, parce que ça dépasse le cadre du basket. Non, c'est ça, parce que le proprio a plus de thunes, il est mis dans le mal à cause de la Covid et de la base de sa fortune et de son business. Donc ça c'est compliqué. T'as à côté de ça un general manager qui se casse également, mais qui se casse vraiment au bon moment. Il est malin quand même, hein, Daryl, parce que c'est au moment où il y a vraiment plus grand chose à faire avec le roster. T'as tout bazardé comme asset qui s'en va. Le coach aussi qui assurait ta mentalité offensive et s'en va aussi. C'est très compliqué. Mais après, il y a deux choses. Soit Harden reste, et pour moi, ça reste en fait, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Parce que si Harden reste... Ils ont une putain d'équipe, excusez-moi. Voilà, ça reste quand même une machine offensive. Parce que si Cousins ne se pète pas, ce qui est pas gagné, mais imagine, il fait une saison pleine. Ils vont pas jouer à la MDA, donc il faut peut-être un peu plus poser le jeu. Ça fait pas rire, hein. Bah ouais. Ça fait pas rire, les Rockets. Moi, j'ai plus peur des Rockets que des Nuggets. Avec Harden. Ouais, avec Harden, évidemment. Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on distingue le avec et le sans Harden. Sans Harden, ce sera une équipe probablement playoffable autour du 8e seed, j'imagine. Enfin, si John Wall sort une saison et que DeMarcus Cousins aussi, mais de ce qu'on voit pour l'instant sur la pré-saison, ils ont quand même l'air assez affûtés, les garçons. Donc, moi, je suis assez content de les revoir sur les parquets NBA. Honnêtement, c'est des joueurs que j'aime bien, les deux. Surtout toi, Clément, je crois, avec John Wall, si mes souvenirs sont exacts.
Ouais. Du coup voilà. Mais par contre, si effectivement il garde Harden, là c'est une toute autre histoire. Parce que John Wall, Harden, Cousins, ça fait quand même 3 superbes options offensives. Défensivement, là effectivement tu te poses des questions, mais offensivement, ça sera quelque chose. Donc ouais, c'est circonspect. Franchement, en fait, tout dépend vraiment de ce qui va se passer avec Harden. Et d'ailleurs, si Harden se barre, typiquement par exemple à Philly contre Ben Simmons, parce que ce serait une des options, je ne serais pas spécialement inquiet pour l'avenir des Lakers dans cette conférence Ouest, quoi. Tu vois. Non, c'est ça. Voilà. À ce moment-là, si tu remplaces Simmons par Harden, ça fait candidat playoff, mais pas du tout inquiétant. Voilà, c'est ça. Pour moi aussi. Donc à voir. Si et d'ailleurs, ça me permet une parenthèse, parce que je vois des choses un peu qui m'interloquent quand sur Twitter de la part des analystes français. Ça a fuité sur un deal, ce serait Simmons plus 3 first pick contre Harden. Et tout le monde hurle au fait que ça serait beaucoup trop. Mais tu peux rendre compte, il y en a combien qui ont dit que les Lakers n'avaient pas donné assez pour Anthony Davis, alors que nous on lâche deux top jeunes, plus également les 3 picks et du swap derrière. Et ça choquait personne à ce moment-là. Enfin si, à partir du moment où on a fait le pick, on a dit ah non, les Lakers sont trop donnés. Mais avant non, avant que le deal se fasse, non, c'était pas assez, il fallait peut-être rajouter encore d'autres trucs. Harden, c'est un top 3 de la ligue, il vaut largement. Dire tu es une équipe, pour moi oui. Pour moi, il vaut largement en termes offensifs. Et ce qu'il ouvre comme perspective en duo avec Embiid fait que, évidemment, tu fais le deal. S'il y a vraiment ça comme proposition de la part des Rockets en disant vous nous passez Simmons plus 3 joueurs, plus 3 picks, pardon, moi je fais le deal. Moi d'ailleurs, j'allais te dire, puisque tu parles de Harden et d'un trade, on dégraisse un petit peu sur le sujet, mais tant pis, c'est intéressant d'en parler. Au même titre que certains crient au scandale sur c'est beau Simmons plus 3 picks, c'est les mêmes aussi enfin c'est pas les mêmes mais il y en a d'autres qui crient au scandale Hero plus des assets contre Harden. Les mecs veulent pas lâcher Tyler Hero pour James Harden. Mais quand je vois ça, franchement je ne comprends pas. Déjà je comprends pas pourquoi les Rockets voudraient Hero à la place de Harden. Je comprends même pas déjà pourquoi tu vois, on parle de ça, tu vois. On parle d'un top, je disais 3 de la ligue, mais offensivement du moins largement un top 3 de la ligue. Ouais. Il a encore 2 ans de contrat. Enfin, il y en a 3, mais il y a encore 3 ans de contrat. C'est pas comme s'il allait se barrer en 2021, quoi. Tu vois. C'est ça. Tu sécures un franchise player sur 3 ans, quoi. Bah ouais, complètement. Ça vaut cher, ça. Ça vaut très très cher. Ah ouais. Ouais. Je sais pas, je pense que les gens ont beaucoup gardé les échecs entre guillemets d'Harden, ce qui est ceci dit pas faux, parce il s'est vautré finalement maintenant avec une belle liste de joueurs. Mais enfin, n'empêche que à sa décharge, il a pas toujours eu le roster parfait à ses côtés, et pas forcément le coach parfait à ses côtés. Typiquement, moi je suis un fan de Miami, mais ça me ferait bander de voir Harden arriver sous Spoelstra, quoi. Et je serais pas là à me poser la question Tyler Hero ou pas Tyler Hero. Donc ouais, je sais pas, bref, tout ça pour dire espérons qu'il se barre pour nous quand même pour la conférence Ouest. Espérons qu'il se barre, disons la vérité, et puis voilà, ça nous ouvre la conférence. Ouais. Encore plus. Je pense qu'on a bouclé sur Harden, à mon avis, sur les Rockets. Je vais passer à d'autres franchises, messieurs, et avant de passer aux franchises un peu dans le flou comme les Rockets qui doivent rebondir, je pense notamment à Utah et aux Blazers. On peut peut-être évoquer Dallas qui a assez impressionné, et qui a impressionné certains lors de cette bubble NBA, lors de ces playoffs, et qui garde la majorité de son roster en envoyant Seth Curry à Philadelphie en échange de Richardson. Messieurs, comment on évalue cette équipe? Est-ce que c'est un candidat au playoff? Oui. Ouais. Est-ce que c'est un gros candidat au titre? Toujours pas pour moi. Moi j'ai envie de te dire, ça va vraiment dépendre de la progression de Doncic, même pas forcément en attaque, mais du coup un peu en défense. Jusqu'où il va aller. Ouais. Il est déjà à un niveau, tu vois, il fait quoi? Je sais, 25, mais tu vois, 10, il va faire quoi? Il faut qu'il fasse du 40-15-15 pour, tu vois. Ah oui, je sais. Mais tu vois, il y a eu des progressions, il y a eu des mecs, t'as l'impression qu'ils sont au sommet et ils continuent. On en a un dans notre équipe, tu vois, qui faisait ça même quand il était jeune. Donc pour moi, ça va vraiment dépendre du step-up encore de Doncic. Voilà, c'est ça pour moi qui va les placer plus ou moins sur orbite. Pour moi, il sera encore plus haut en saison régulière. Oui. Notamment face à si tu vois, nous on met du temps à se remettre, tu vois, ou tu sens que physiquement ou le plan peut-être de préparation physique de l'équipe est à quelque chose qui va aller crescendo, et donc on va peut-être laisser passer le premier début de saison, les Clippers qui vont probablement faire comme ils ont fait l'an passé. Tu vois, peut-être même qu'ils pourraient gratter 1 ou 2 places par rapport à la saison dernière, mais pour les playoffs, pour moi, il manque quand même un autre soutien à Doncic. Okay. Porzingis, c'est bien, mais Porzingis,
J'ai toujours du mal à évaluer. Je te rejoins. Tu vois, j'ai toujours du mal à évaluer le réel niveau du joueur. Ouais, c'est des unicorns, d'accord, mais c'est pas Eddie, quoi. Non, c'est pas Eddie, ça c'est sûr. C'est pas tout à fait ce niveau-là non plus. Donc peut-être que là, j'en parlais tout à l'heure sur Twitter, mais peut-être que ça sera pas cette année-là, mais l'année d'après, quand ils vont signer Kawhi. Là, à ce moment-là, ça deviendra très sérieux. Oui. Puisque rappelons-le, Dallas n'est pas un petit marché qui est totalement capable de ramener un Kawhi Leonard chez lui. Bref. Impossible, c'est impossible. Un marché interne. Messieurs, on tombe un peu dans des franchises qui sont pas forcément assurés d'aller en playoff, mais qui vont être des candidats sérieux aux playoffs. Je pense notamment à Utah et aux Blazers. Non, mais il y a que deux équipes dans la conférence Ouest qui peuvent pas prétendre aux playoffs, pour moi. Oui, c'est ça. Les Kings et les Thunder. C'est ça. Ah, j'allais me dire, pardon, j'en ai trois, alors. J'allais dire Minnesota? Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, putain, j'avais complètement Minnesota, j'ai totalement passé à travers, mais oui, effectivement. Ça va pas défendre une balle, c'est terrible. Mais ouais, ça se rajoute un peu plus, parce que, en fait, mais en tout cas, le départ des Thunder qui étaient en playoff et qui, visiblement, vont logiquement retrouver les bas-fonds de la ligue, comme par hasard, quand on voit ce qui se présente à la draft. Mais ça va être numériquement remplacé par Phoenix, qui va émerger. Je pensais à Phoenix qui va émerger avec l'arrivée de Chris Paul. Il y a aussi les Blazers qui récupèrent Covington et qui se débarrassent de Whiteside et des Zonja, de Mario et Zonja qui s'en va. Bravo. Utah qui décide de jouer à un jour sans fin puisqu'ils ont ramené Derek Favors. En décidant, ils ont quand même dit, donc il prend quand même la mid-level exception, donc ce que prend Montrezl. Et ils ont quand même signifié qu'en gros, ils allaient quand même lui donner un temps de jeu poste 4 aussi quand même pour rigoler parce qu'il peut jouer avec Rudy Gobert à côté. C'est complémentaire. Non, mais heureusement qu'ils ont prolongé JC, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, et en fait, si tu veux, le truc du jazz, c'est que on oublie une chose aussi, par rapport au jazz. C'est que ça se joue à une gamelle de Conley, l'an passé. Ouais. Ça se joue à une gamelle et s'il n'y a pas cette gamelle, c'est peut-être eux qui se retrouvent en finale de conf à la place des Nuggets. C'est de Gary Harris aussi. C'est une équipe compétitive, c'est une équipe ça, et ils font ça sans Bogdanovic. Donc, pour moi, le jazz va être encore très très costaud et sérieux l'an prochain. De quoi les considérer comme un candidat au titre, Adrien? Non, ça non. Qui c'est qu'on cible comme candidat au titre ici? Les Clippers? Denver, peut-être? Et encore? Non, Denver, c'est en dessous. Moi, les Clippers, Houston, si Harden reste. Mavs, j'ai dit Mavs aussi. Ouais, Mavs, oui, moi, Mavs, oui, je les mets, on va dire, dans les outsiders plus, tu vois. Allez, si tu mets un tir, il y a Clippers en tir 1, et après, tout de suite après tir 2, je mets Houston et les Mavs, et après c'est tir 3. Ouais, et dans le tir 3, à la rigueur, dans le tir avec Houston, Mavs, mettre Denver, moi, ça me choquerait pas, tu vois. Mais sinon, dans le tir 3, et puis dans le tir 3, tu mets les Suns, tu mets les Blazers et compagnie, quoi. Et tir moins 25, les Kings. Grave. Petite question à chaud, messieurs. Petite question, on se lance pour le premier pari de la saison. Est-ce que les New Orleans, Brandon Ingram vont faire les playoffs cette année ou pas? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Là, il y a du monde à l'Ouest, cette saison. C'est ça, il y a du monde à l'Ouest, parce que eux, ils sont chauds, mais notre équipe aussi, à mon avis, qui va être très, très, très bouillante l'année prochaine, c'est les Grizzlies. Ouais. Moi, parce qu'on parlait de progression naturelle de joueurs, mais le JA, si pareil, lui c'est comme Doncic, s'il continue sa marge de progression, ça peut être étincelant l'année prochaine. Et vu les additions en termes de role player et de construction intelligente du roster, moi ça me plaît ce que font les Grizzlies. Oui, parce que comme tu le résumais, visiblement, pour résumer grosso modo ce que tu dis, Adrien, quand tu disais qu'il n'y avait que 3 franchises qui ne joueraient pas les playoffs cette saison, c'est les 3 franchises qui ne se sont pas renforcées en somme. Ouais, rajoute les Spurs aussi en fait. À la limite, tu sors les Wolves de ma liste et tu rajoutes les Spurs. Attends, mec, démarre des Rosanne. Danny Green, Kyle Kuzma et un pic quand même. C'est une bonne addition. On switch brièvement sur la conférence Est, messieurs. Oui, avant de faire notre pronostic. Parce que c'est pas notre dos en réalité. Mais oui, allons-y. Bon, on les retrouvera en finale peut-être. Oui, voilà. Bien pour nous. Exactement. C'est marrant qu'on n'ait pas parlé de la prolongation de Paul George. Osef complet, quoi. Putain. On n'a même pas parlé du montant de celui de Marcus Morris, on s'est concentré sur la saison, quoi. Non, mais j'imagine une chose, c'est que imagine Kawhi se barre au Mavs à la fin de l'été. T'imagines, c'est comme l'éternel cocu, ce type. Qui prolonge 4 ans au Thunder pour rester avec Westbrook qui est changé dans la foulée, et après, il se casse lui aussi, c'est n'importe quoi la carrière de ce type. Après, tu sais pas, ça joue vraiment à rien, Un ranch,
3 millions, une fusée pour se déplacer. Tonton Denis, il est content. Putain. Ouais, du coup, peut-être, vas-y. On part sur la conférence Est. Ouais, l'Est, ouais. Allez, on démarre par qui? On démarre par le premier au classement, Milwaukee, qui a su recruter Jerry Holiday, en provenance de la Nouvelle-Orléans. Ça se rend compte quand même que les packages que tu vois aujourd'hui qui traînent autour du 8 ou même des Nets, c'est moins fort que ce qu'ont envoyé les Bucks pour récupérer Drew Holiday. C'est n'importe quoi. Et d'autant plus qu'ils ont envoyé un deuxième package à Sacramento pour signer Ah non, pardon. Bogdanovic n'est pas là, pas compris. Quel sketch ça aussi. Ça, c'est, si tu veux, bravo à l'incompétence du front office des Bucks. C'est eux le principal coupable. Très bien, messieurs, on passe à la suite. Toronto qui perd un coup sur coup. Marc-Gasol. Tu veux rester sur Milwaukee? Oui, quand même. On peut parler quand même de l'annonce. Excuse-moi, on n'a pas parlé de Torrey Craig. Je redémarre. Bon, messieurs, sinon cette signature de Jerry Holiday au Bucks, le forceur. Quoi? Giannis qui a signé tout à l'heure pour 5 ans. Non, c'est faux. Il va s'en aller rejoindre son frère. Moi, je l'ai dit. On reste sur les Bucks, messieurs. Donc, tu l'as dit, recrutement de Jerry Holiday pour jouer à la main aux côtés de Chris Middleton et de Giannis. Brook Lopez est toujours là. Son frère est parti. Comment vous l'évaluez cette saison pour les Bucks? Est-ce qu'ils vont être un peu plus en difficulté à l'Est ou ça va toujours être une marche solitaire? Va reposer. Mais on parle même pas de la saison régulière. Évidemment qu'ils seront en play-off, mais leur souci à eux, c'est d'arriver et une fois qu'ils sont en play-off, de passer la marche supérieure. Parce que à Orlando, ils ont galéré dès le premier tour. Je les voyais pas lutter déjà comme ça contre le Magic. Et la gifle qu'ils prennent par rapport au Heat, ça aussi c'était inattendu. Et tout repose sur la signature de Drew Holiday. Est-ce que Drew Holiday va résoudre tous les problèmes qu'ils avaient avec le duo Hill-Bledsoe? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et au niveau du coaching staff? Non, mais le problème c'est Giannis. Tu vois, le vrai problème c'est ça, c'est que la défense sur Giannis, elle est en playoff finalement, elle est moins compliquée que prévu. Ouais. Tu vois, tu recules, tu fais un front de 3 joueurs devant, et voilà. Donc après, à voir si Giannis progresse sur certains aspects de son jeu. Voilà, premières images qui nous sont venues de la pré-saison nous ont pas forcément inquiétés à ce niveau-là. Mais à voir. Je parle évidemment du tir à l'extérieur. À voir. Moi, je pense qu'ils vont dérouler, pour répondre à ta question, Clément, parce que Adri a pas répondu. Je pense qu'ils vont dérouler en saison régulière. Puis je suis sceptique pour les playoffs. À voir. Ouais, c'est ça. Comme l'année dernière. Je suis pas. Drew Holiday, c'est un très très bon joueur. Et en défense, ça va être encore plus costaud que ce qu'ils avaient. Mais en attaque, il faudra voir s'ils arrivent à réellement soulager Giannis et à trouver les solutions qu'ils n'avaient pas cette année. Peut-être que Drew a ses solutions d'ailleurs, parce qu'il est aussi compétent en offense, à voir. Mais en tout cas, ils ont c'est vrai qu'ils ont quand même une grosse épine maintenant qui est sortie du pied avec la prolongation de Giannis sur 5 ans. Ouais. Qui signe le plus gros contrat d'histoire. C'est vrai. Ça c'est quand même une chose. Ça permettra aux proprios, puisqu'on parlait de Drew Holiday, de balancer la thune aussi lorsqu'il va arriver en fin de contrat, contre souci. Donc, à voir. Mais c'est pas mes favoris à l'Est. C'est ça. J'écarte volontairement des franchises pas de second rang, mais des franchises qui marquent un peu le pas, comme Toronto qui est parti pour marquer un petit peu le pas, même en restant en playoff. Indiana, des franchises un peu mal foutues comme les Boston Celtics. Connais pas Boston Celtics. Plutôt pour me concentrer sur 2 franchises qui semblent candidates au titre, du moins une sûre qu'on n'a pas vu la saison dernière, beaucoup vue en playoff, c'est Brooklyn. Oui. Je vais laisser le spécialiste, le chouchou, enfin le fan de Kevin Durant prendre la parole. Il faut te dire le chouchou fan de Steve Nash. Les Nets, Kevin Durant, Kyrie Irving, ça sera une machine pour moi offensive. En fait, c'est marrant, mais j'ai peur qu'ils nous fassent un peu comme les Blazers la saison dernière. C'est-à-dire très bonne attaque, mais très mauvaise défense. Et que du coup, en play-off, face à des équipes plutôt très bonnes, pas forcément en défense d'un point de vue purement intrinsèque, mais d'un point de vue de coaching. Et là, je pense notamment au Miami Heat. Ça peut être light, tu vois, ça peut être light. Je sais pas. Tu vois, il va quand même suffire que KD ou Kyrie passent à côté pour qu'ils se retrouvent un peu à poil, les Nets.
parce que défensivement, sur le papier, c'est pas ouf. Bon, c'est que la pré-saison, effectivement, on peut pas en faire grand-chose, mais en pré-saison, c'était pas ouf du tout. Donc ouais, je suis circonspect sur les Nets. Très content de revoir KD, évidemment, ceci dit, qui est un joueur que j'aime énormément. Adrien? Ouais, c'est une grosse intrigue. Faudra attendre de voir l'équipe tourner. A priori, offensivement, c'est monstrueux. Ouais. A priori, offensivement, c'est monstrueux parce que tu peux pas gérer deux joueurs individuellement aussi forts que Irving et Durant. C'est très difficile. Putain, il y a très peu d'équipes qui défensivement sont armées pour gérer ça. Et le problème, c'est que autour, c'est pas maladroit non plus. Hein. Non. Tu vois les role-players attaque, qu'ils ont. En attaque, oui, voilà, en attaque. Joe Harris, c'est costaud. Dinwiddie, c'est costaud aussi. À l'intérieur, on parlait du Levert. Oui, j'ai oublié lui aussi. Oh mon dieu. Ouais. Donc tu vois, non, il y a des armes. Hein. On parlait de notre spacing vertical, eux aussi longs avec Jordan et Allen. C'est vrai. Donc Non, c'est très fort, mais on parlait des blessures, quid des blessures pour eux, parce que Irving, il les enchaîne quand même depuis quelques saisons. KD, là, il sort une mi-temps, mais est-ce que il faudra voir sur la durée? C'est quand même pas anodin ce qu'il avait comme blessure, même si j'ai vu des vidéos, des analystes, des gens qui disaient que selon la morphologie de KD, pour lui, la blessure au talon d'Achille est moins importante que pour d'autres joueurs. À voir, et évidemment la défense. Ça, c'est les ajustements, il faudra voir aussi le coaching staff de Steve Nash, ça arrivera à apporter les solutions. Ouais, il va falloir que ce soit très inspiré, collectivement, parce que individuellement, c'est quand même pas terrible. Ouais. Messieurs, troisième candidat, du moins, si jamais un barbu débarque en Pennsylvanie, je pensais à Philadelphie, du coup, qui a eu un nouveau président des opérations basket, un nouveau coach avec Doc Rivers. Qu'est-ce que vous en attendez d'eux cette saison? Je suis pareil, c'est comme pour Houston, avec ou sans Harden. Voilà, c'est ça, pour moi aussi. Tu mets Harden, pour moi c'est les favoris à l'Est. Ouais, tu mets Harden, c'est les favoris à l'Est aussi. Ouais, mais pas Harden, ça fera les demi-finales de conf faciles, peut-être les finales de conf, mais pour moi il manquera quelque chose au niveau de l'attaque pour que ça aille jusqu'au bout. Donc si on résume, plutôt confiant face aux candidats au titre qu'il y a des deux côtés. Il y en a peut-être donc deux dans la conférence Ouest, à savoir les deux équipes de Los Angeles, voire Dallas que tu avais noté, Adrien, plus Houston si Harden reste, et peu pareil dans la conférence Est où il y aura Milwaukee. Ouais, sauf que dans la conférence Est, potentiellement, je mets 3 équipes dans le tier 1. Moi aussi. Voilà que j'en mettrais qu'une seule dans le... Ah, le Heat, même, je mettrais... Ouais, bizarrement, le Heat, je mets tier 2, tu vois. Ah ouais. Je mettrai en dessous aussi. Okay. Je les mettrai en dessous. Pour moi, ça me paraît sur le papier, après c'est toujours pareil, sur le papier, ça me paraît moins fort qu'un trio composé des Bucks, des Nets et des Sixers. Mais pour moi, ça va pour moi, le Heat coaché par Spo en playoff est plus viable que les Sixers, du coup sans Harden, je parle dans la configuration Simmons, Embiid. Enfin après c'est que mon humble avis, mais moi je vois bien le Heat nous refaire une saison coquette. C'est pas un pari de prophétique que je sors, mais ouais, je vois bien le Heat quelque chose. Ouais, le truc du Heat, c'est que où est-ce qu'ils sont améliorés cette année? Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur Denver, c'est une équipe qui semble avoir atteint un plafond, voir s'ils vont réussir à le traverser. Mais c'est vrai que cette bubble, cette aventure de playoff, c'est vrai que c'est difficile de voir ces équipes-là faire mieux, en tout cas. Ils ont peut-être raté leur chance, même si c'était assez exceptionnel leur chemin. Il faut se dire qu'ils ont peut-être raté leur chance sur cette génération-là. Peut-être, ouais. Tu vois, c'est comme exactement comme les Nuggets, comme dit Clément. C'est leur niveau de progression, c'est le niveau des jeunes. Tu vois, c'est est-ce que Tyler Hero va devenir réellement un joueur impactant en 1v1 ou est-ce que Bam Adebayo va aussi utiliser son contrat? Tu vois, c'est ça. Je sais pas. Parce que à la base, l'idée de Riley, c'est quand même garder de la flexibilité pour 2021. C'est ça son plan. Bien sûr. Son plan, c'est pas nécessairement de gagner avec cet effectif-là. Je sais qu'il manque quelque chose. Messieurs, on passe un peu au pronostic du coup, vu que vous avez quand même un peu fait monter la sauce en nous mettant un peu favoris, c'est ça? Si je vous écoute bien, on est plutôt favoris sur cette saison si tout se passe bien. On est dans le tir 1. Moi, je nous mets dans le tir 1 à l'ouest, mais pas forcément largement au-dessus des Clippers. Quasiment même niveau comme l'an passé. Voilà. Après, comme on l'a dit dans le précédent podcast, tout se jouera aussi sur les blessures. C'est vrai qu'une blessure peut vite entacher l'aventure d'une équipe, que ce soit en saison régulière ou en playoff. On le voit avec Golden State, qui voit déjà un peu sa saison un peu massacrée suite à l'absence de Klay Thompson. Tu vois, ils sont passés de tir 1 à tir 2-3 tout de suite. Messieurs, on part sur un pari sur cette saison. Allez. Est-ce qu'on fait un 72-0? Quel bilan pour Los Angeles à l'issue de cette saison un peu raccourcie, puisqu'il y a 72 matchs, on le rappelle. Allez, Nas en premier. Ouais, allez, soyons fous. 72 matchs,
Allez, moi je mets une pièce sur 55 victoires. Ouais, je vais mettre un petit peu moins. Je vais mettre 51. Ok. Je pense qu'on va en lâcher, je pense. Je suis plus pessimiste, sachant qu'on a fait 52-19 l'année dernière, j'avais tablé sur 48 victoires à peu près, en faisant un petit peu plus tourner, mais soit. J'ai toujours été le plus pessimiste ici, de toute façon. Mon Dieu. On se fait un petit pari sur on relance le pronostic, on se fait un petit pari sur les premiers matchs, messieurs, sur le calendrier. Allez, oui. Donc on attaque avec 4 rencontres à la maison. Comme je l'ai dit en préambule, la première rencontre c'est face aux Clippers. Yes. Avec la distribution de bagues devant Pat devant Pat Beverley, ça va être un petit plaisir que je vais savourer quand même. Ouais. Bah là on n'a pas le droit de le perdre celui-ci. Mais si on part sur le premier match sur les Clippers, est-ce qu'on le gagne, est-ce qu'on le perd? Lakers win. Adrien? Clippers win. Clippers win. Ah, intéressant. Est-ce que suivre Adrien est une bonne chose? Non, je pense que c'est toujours pas la bonne saison. T'es mauvaise langue en playoff. Ouais, parce qu'en playoff il fait un sang. C'est vrai. Je vais partir sur les Lakers. Ouais, moi aussi. Donc après, c'est vrai que le résultat importe peu sur ce match, mais bon. Oui. Rencontre suivante pour Noël, monsieur, réception de Dallas. On attaque par deux gros, déjà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Allez, petite déconvenue face au Mavs, je la concède. Victoire. Moi, je pars sur une victoire contre Dallas. Ouais, moi aussi, victoire. Porzingis, c'est toujours pas mal. Ah, mais attends, mais ils ont pas Porzingis? Ah non. Ah ouais, bah non, bah victoire. C'est trop tard. Les votes sont clos. Stop the count. Bon. Non, Lakers win. Ok, victoire des Lakers. Ouais. Rencontre suivante face à Minnesota le 27 décembre. Victoire. Sûr. Ouais. Ça se trouve, on va se faire laver. Ça va être drôle. Mon Dieu. Et ensuite, on va s'arrêter là puisque après on enchaînera avec 4 matchs en déplacement. Réception Portland. Victoire aussi. Donc vous partez sur un 3-1, c'est ça? Et moi je pars sur un 4-0. Ah non, bah je pars sur un 4-0. Ah oui, 4-0, c'est vrai que tu as changé après, tu as mis Lakers. Ouais. Très bien. Bon, après ces 4 matchs à la maison, messieurs, on va partir en déplacement puisque on va partir avec 2 rencontres à San Antonio et 2 rencontres à Memphis. Est-ce qu'on fait les paris? Est-ce que quelqu'un va changer entre Nas? Allez. Premier match à San Antonio, le 30 décembre. Allez, moi j'avais mis 4-0, on va dire une petite défaite. 4 ans. Allez, elle face à San Antonio. Très bien, Adrien. Victoire. Victoire aussi. Et pour le premier déplacement à San Antonio là encore, qui veut partir sur le... Attends, t'as dit le premier déplacement à San Antonio? Pour le 1er janvier. 1er janvier, déplacement à San Antonio, c'est le deuxième match. Oui, c'est ça. Bah, victoire pour le coup. Victoire aussi pour moi, je pars sur un 6-0, c'est bien. Oui. Et Adrien? Pareil, victoire. Victoire aussi. Ensuite, on enchaîne avec 2 déplacements à Memphis. Yes. Moi, je pense qu'on lâche le premier. Première défaite. Et je pars sur une défaite aussi, sur le premier match. Parce qu'on perd, déjà, l'année dernière. Ouais. Et ça ment, pas beau. C'est pas beau ce match, hein. Quand t'as pas envie, t'as pas envie. Hein. Ouais, bah, allez, je vous suis. Défaite sur le premier match à Memphis pour nous 3. Et ensuite, le deuxième match, moi, je vote pour une reprise et donc une victoire de Los Angeles. Pareil. Moi aussi. Très bien. Donc, on a fait les 8 premiers matchs de la saison. Je pars sur un 7-1, c'est bien. Je suis pas le plus pessimiste. Messieurs, est-ce que vous avez un mot pour la fin? Oui, bah en 2-3 mots, du coup, je pense qu'on se reverra pas avant l'année 2021 avec tous ceux qui nous écoutent. Donc c'est l'occasion pour moi de vous remercier de façon purement personnelle de continuer de nous suivre et au nom de l'équipe aussi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Depuis tout ce temps, on fêtera sûrement il me semble qu'on les fête en janvier, les 7 ans du compte. Donc voilà, toujours plus de choses à partager tous ensemble. Un titre qu'on a fêté, on espère la fin d'une pandémie mondiale qu'on fêtera aussi tous ensemble. Donc voilà, kiffez les fêtes, prenez soin de vous, de votre famille, et puis à très bientôt, j'espère. Adrien? Oui, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, dans la sécurité et l'allégresse. Et puis ça va être un plaisir de redémarrer sur cette saison ensemble. C'est vrai. J'espère aussi plus de matchs maintenant à 4h30 du matin. On puisse reprendre les live tweets. Et merci à Anas aussi d'avoir pris l'initiative de créer la chaîne Twitch et donc de rajouter quelque chose pour nous lier avec vous, hein, l'ensemble de la communauté. Voilà, t'avais mis l'idée peut-être qu'un jour on ferait un live tous les 3, à voir si ça aussi ça pourra se monter, mais voilà, ça pourra très bien merci d'avoir contribué à renforcer nos liens. Avec plaisir. Très bien. Et moi, comme chaque saison, j'annonce le retour en trompe de Gary Harris. Encore. Très bien, messieurs, on se retrouve d'ici début janvier. Je vous souhaite une bonne continuation. À vous aussi, les gars. On se revoit bientôt pour les live tweets. Allez, bonne soirée. Ciao, à très vite. Ciao.